montrer un peu comment les choses ont évolué en 20 ans, et elles ont évolué, tant dans la prévention que dans la prise en charge des personnes VIH. Donc forcément, c'est plus du tout la même prévention, ça c'est évident, c'est plus du tout la même. Malgré que nous, on a développé la prévention quand même au fil des années, grâce à tous ces gens qui sont passés et qui ont fait évoluer les choses. On s'est mis à jour, hein, on est maintenant sur les réseaux, enfin bon, on a évolué avec le temps, mais je veux dire aussi qu'on a, dans la prise en charge des personnes accueillies, là aussi ça a considérablement évolué. On va dire que plutôt par rapport à ce que disait le docteur Pietri, on discutait là tout à l'heure de la prise en charge des personnes dans le service infectiologie, hein, il y a une trentaine d'années aussi, hein, à peu près. C'était terrible, quoi, c'était vraiment des gens désespérés, hein, il y a 30 ans en arrière. L'image du sida n'était quand même pas tout à fait ce qu'elle est aujourd'hui, même si visiblement ça ne rassemble pas les foules quand même. Mais je veux dire, ça a quand même changé pour les personnes aussi accueillies à l'association. On n'a plus tout à fait le même public aussi. Peut-être moins de difficultés quand même sociales. Peut-être pas forcément moins de difficultés psychologiques. Souvent, ce sont des personnes qui ont été infectées depuis très longtemps. Donc, ont eu un parcours de soins, bon, quand même très dur. Hein. Aujourd'hui, Dieu merci, ça va beaucoup mieux. Mais enfin, il fallait traverser tous les traitements qu'ils ont pu avoir en pensant qu'ils allaient mourir dès qu'on leur annonçait cette séropositivité à l'époque. Hein, 30 ans, 35 ans en arrière, c'était ça. Hein. Donc bon, avec un parcours quand même bien compliqué, donc forcément avec des problèmes psychologiques importants, des problèmes sociaux, des problèmes d'isolement, de solitude. Et maintenant, ce que nous avons, qu'on n'avait pas il y a une vingtaine d'années, c'est le vieillissement de cette file active, qui entraîne là aussi d'autres problématiques qui ne sont pas pour autant si faciles que ça à régler, hein, c'est-à-dire à nouveau l'isolement, on va dire une vie affective ou une vie sexuelle souvent quasiment inexistante, bon, qui entraîne quand même un état psychologique, bon, je veux dire, rien n'est simple, hein, encore aujourd'hui, même si c'est différent, rien n'est simple, donc je pense qu'on a encore, on n'a pas fini, quoi, hein, on n'a pas fini, et on espère que ça perdurera le temps nécessaire, hein, si ça pouvait se résoudre, ça serait bien aussi. Mais on ne pense pas que ça va se résoudre d'un coup de baguette magique. Donc, on essaye de faire au mieux de ce qu'on peut, de répondre aux attentes, de s'adapter surtout, s'adapter à des situations individuelles compliquées, plus ou moins, ou simplement écouter, accueillir, écouter. Ça, je crois que ça serait le volet le plus important. Alors bien sûr, on ne fait pas que ça, mais je pense que si on commence par là, c'est très bien. Donc voilà, je voulais aussi remercier, enfin il n'y a personne, mais je voulais quand même remercier les financeurs, hein, quand même, qui depuis des années nous ont soutenus. Alors particulièrement quand même, je remercierai, malgré qu'ils ne soient pas là, le SIDAction, qui a été quand même le financeur le plus important, du moins au départ, qui a pu nous faire confiance assez rapidement, qui nous a permis de tenir pendant pas mal d'années compliquées, hein, sur un plan financier, mais qui a toujours été là, qui nous a aidés aussi dans des réflexions, dans des actions, enfin bon. Donc c'est vraiment un partenaire important. Bon, bien sûr, l'ARS hein, aussi, qui n'est pas là. Hein, mais bon, en attendant, eux aussi, on les remercie, et tous les financeurs, les petits financeurs qu'il y a autour, voilà, comme la CPAL, qui n'est pas là non plus. Comme, bon, enfin bref, bon, voilà. Mais on les remercie quand même, parce que s'il n'y a pas d'argent, ça ne peut pas fonctionner. Donc voilà, hein, donc c'est quand même important. Bien, voilà, hein, c'est ce que je voulais vous dire. On va essayer de retracer un petit peu ces 30 ans. Alors je veux aussi remercier bien sûr Evelyne qui a travaillé, alors qui est à l'association que depuis le mois de mai de mémoire,
qui ne connaissait pas la structure et qui s'est retrouvé plongé dans les archives pendant des mois et des mois pour arriver à faire cet événement, on va dire, en retraçant un petit peu les 30 ans. Ça n'a pas été facile quand même, donc je voulais particulièrement la remercier. Voilà. Bonjour à toutes et à tous, je suis Sandrine Fournier, je dirige le pôle financement, recherche et association de SIDAction. Et je m'adresse à vous au nom de toute l'équipe et je tiens d'abord à dire à quel point nous sommes navrés de ne pas être avec vous aujourd'hui pour fêter les 30 ans d'Aiutu Corsu, qui est un partenaire pour nous depuis plus de 20 ans. Que dire d'une association qui mène tant d'activités et depuis 30 ans Ce qui me vient, au fond, immédiatement, c'est d'abord, il me semble, l'accompagnement des personnes vivant avec le VIH, et ce, dès 1992, et inutile de rappeler que c'était évidemment une période noire où la perspective pour les personnes infectées était la mort, et dès 1992, Aiutu était présente. L'action d'accompagner les personnes vivant avec le VIH me semble particulièrement importante et aussi dans la manière dont le conçoit Aiutu, c'est-à-dire dans une approche totalement globale des personnes. Il s'agit vraiment d'accompagner les personnes aussi bien dans leur démarche administrative que de les visiter à l'hôpital ou à domicile pour les personnes les plus isolées. Il s'agit également d'être présent pour coordonner le parcours de soins entre les différents professionnels de santé autour de la personne. Donc vraiment une action qui est centrée sur la personne avant tout, à partir de ses besoins. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'Aiutu n'a cessé de faire au plus près des personnes, et ce depuis 30 ans. Donc je voudrais d'abord souligner ça. Et encore une fois, la dimension vraiment globale de cet accompagnement, on le sait tous, lorsque une personne rencontre des difficultés, notamment au plan social, eh bien, sa santé est rarement placée au premier plan. Et cette approche globale, cet accompagnement global permet précisément cela, que aussi de maintenir la santé au cœur des préoccupations des personnes qui peuvent en avoir bien d'autres. En matière d'accompagnement global, il faut aussi noter vraiment le dynamisme d'Aiutu pour saisir les enjeux quand ils surviennent. Et dans des contextes tout à fait inédits, moi je pense tout simplement à la Covid qu'on a traversé toutes et tous récemment. Je sais à quel point Aiutu a fait un travail vraiment conséquent pour accompagner ces bénéficiaires vers la vaccination par exemple, et les personnes en particulier qui étaient le plus réticentes. Je sais aussi qu'Aiutu, avec d'autres partenaires, aujourd'hui se préoccupe par exemple de l'épidémie de monkeypox, de variole du singe, et est en train de réfléchir à des actions de sensibilisation et d'information en ce sens. Je vais évidemment citer les programmes de prévention. Moi-même, j'ai rencontré l'association et j'ai effectué ma première visite en, je pense, 2010 ou 2011. Et c'était dans le suivi plus spécifiquement des programmes de prévention gay. Alors là aussi, une activité de prévention multiple auprès de différents publics, aussi bien les jeunes scolarisés notamment, tout public sur des actions comme ça, d'événements, l'été, de sensibilisation. Tous les publics aussi dans la capacité de l'association à nouer des partenariats avec les commerces locaux, les restaurants, les bars, mais aussi d'autres structures, parfois pour collecter d'ailleurs au moment du SIDAction, mais à cette occasion aussi toujours de sensibiliser les personnes et le plus grand nombre de personnes possible aux enjeux aujourd'hui du VIH. J'ai envie de parler de l'équipe aussi, d'Aiutu Corsu. Une des choses qui m'avait vraiment frappée durablement lors de ma première visite, il y a de ça un petit moment, c'était de voir, par exemple, à l'époque, c'était Bruno qui s'occupait de la prévention gay au sein de l'association, et de le voir très à l'aise à l'accueil de l'association et à l'accueil des personnes vivant avec le VIH. Et ça, je crois que c'est aussi une autre qualité tout à fait spécifique de ce collectif qui intègre tout le monde. C'est-à-dire que Bruno, qui réalisait des actions de prévention sur les lieux de rencontre extérieurs, eh bien, il était aussi en relation quotidienne avec des personnes vivant avec le VIH. Et je pense qu'en effet, on ne travaille pas de la même manière, on ne fait pas de la prévention de la même manière
quand on a une idée très très concrète et tout simplement des relations avec des personnes vivant avec le VIH, plutôt que le contraire. Donc je pense que ça, c'est aussi une grande force de l'association. Bien entendu, chacun des membres, bénévoles ou salariés, a des domaines d'activité particuliers, mais il y a vraiment de l'échange et aussi une forme de perméabilité de ces différents champs qui, je pense, permettent à chacun et à chacune, dans son activité, d'avoir peut-être une vision plus large aussi de ce qu'est aujourd'hui l'épidémie. Je ne peux pas parler de l'équipe d'Ayutu sans penser à ce qui constitue pour moi sa colonne vertébrale, c'est-à-dire Sylvie Marcacci, sa présidente, que je salue très amicalement. Elle allie deux qualités qu'on articule rarement, enfin qu'on voit rarement articulées chez une même personne. C'est à la fois sa ténacité et son humilité. Ténacité parce que je l'ai vue batailler et sans jamais rien lâcher au fil des aléas financiers, des aléas de la perte des locaux par exemple à un moment, etc. Et il faut noter la capacité de Sylvie à aller chercher les ressources où qu'elles soient et sur tous les sujets et dans tous les domaines. Je me souviens que lors de ma première visite à l'association, j'avais été embarquée pour retravailler avec elle et le coprésident de l'époque un communiqué de presse qui devait sortir le lendemain. Bon, voilà, j'étais là, autant m'utiliser, et Sylvie faisait ça très bien. Il faut souligner la capacité d'innovation d'Ayutu, qui a su, alors tant dans ses activités d'accompagnement et de soutien aux personnes que dans ses activités de prévention, être très à l'écoute de l'évolution des besoins, de l'évolution des contextes. En matière d'accompagnement, ce que j'ai à l'esprit, c'est le potager d'Ayutu. Ça peut peut-être vous paraître anecdotique. Je crois que SIDAction a été le premier financeur de cette activité-là, mais c'est typiquement le genre d'activité qui répond au fond à de multiples besoins, qui permet à la fois, qui est évidemment une activité qui vient en soutien des personnes les plus isolées, qui crée une dynamique collective, mais qui aussi fait sens articulé, par exemple, aux ateliers de nutrition qui étaient aussi réalisés à Ayutu. Donc voilà, c'est à chaque fois trouver essayer de comprendre les besoins, leur évolution et y répondre, parfois par des actions très simples comme celle-là, pas forcément très onéreuses, mais qui font vraiment sens pour les personnes et qui ont un impact sur leur bien-être. Je veux aussi souligner l'extraordinaire implantation locale d'Ayutu, c'est-à-dire la qualité de ses partenariats, sa capacité à travailler en collaboration avec de nouveaux acteurs. Je crois que l'ENIPS s'est récemment installé à Ajaccio et je sais que Ayutu envisage d'ores et déjà des actions à mener en partenariat avec l'ENIPS, mais je dirais que c'est vrai aussi de son implantation locale, aussi bien son initiative, alors dont on voit le produit là, que je trouve une initiative absolument géniale, que d'organiser ce concours d'affiches chaque année avec des jeunes à l'école. Et voilà, c'est évidemment à la fois l'opportunité d'une campagne de sensibilisation et d'affichage, mais c'est aussi évidemment impliquer des jeunes qui, en créant ces affiches, évidemment réfléchissent aux enjeux et parlent de VIH. Pour toutes ces raisons et bien d'autres encore, SIDAction est fier de soutenir Ayutu. SIDAction souhaite à toute l'équipe d'Ayutu un joyeux anniversaire. En 1995, et pendant laquelle 18 millions de personnes ont été infectées dans le monde. Il n'y avait pas de traitement efficace et l'espérance de vie à ce moment-là était de 1 an quand on avait fait le diagnostic de sida. Ça, c'était la première période. La deuxième période a duré davantage, puisqu'elle a duré 26 ans, et elle a démarré de 96 et jusqu'à nos jours. C'est l'ère des multithérapies, le sida étant devenu une maladie chronique, et à partir de là, l'espérance de vie des patients VIH a rejoint l'espérance de vie de la population générale. Mais le coût du traitement était tel que ça a entraîné un retard de soins dans le tiers-monde. Donc on en reparlera tout à l'heure.
Avant de démarrer cette brève histoire du VIH, je voulais rappeler que le premier malade qui a tapé à la porte de notre cabinet, à Pinault et à moi-même, à Ajaccio, c'était en 1989. C'était un jeune homosexuel, en crainte d'avoir effectivement contracté le virus. Ça s'est avéré vrai par la sérologie qu'on a pratiquée. Ce patient, qui était bien intégré sur le plan professionnel, qui avait un exercice au contact du public, avait eu d'emblée une hantise, c'était qu'on sache qu'il était porteur du virus. Il n'a pas pu résister plus que quelques années à Ajaccio, dans la mesure où on était dans une petite communauté, et pour lui, il était insupportable de savoir qu'on allait connaître son statut. Donc il a fini par prendre la décision de partir dans une grande ville, et je l'y ai encouragé en fait. Donc voilà, ça c'est le démarrage de l'épidémie pour nous soignants à Ajaccio. Donc la première période du sida, elle s'est caractérisée par un certain nombre de choses qu'on a rappelé tout à l'heure là, la peur de l'épidémie, la discrimination et le rejet des personnes infectées, et l'aggravation inéluctable et la mort. Il faut savoir que c'était la cause principale de décès dans la population de jeunes de 25 à 45 ans en Amérique dans cette période. Il en a résulté une insécurité sanitaire, évidemment, mais sociale aussi, et économique. Ceci va avoir une répercussion qu'on va voir. C'est à cause de cette insécurité, en fait, que se développera une solidarité avec les malades et entre les malades eux-mêmes. Beaucoup d'associations à travers le monde ont vu le jour à ce moment-là. On a parlé d'AID, il y a aussi ACT UP, il y a aussi Arcade Sida, il y a Ensemble contre le Sida, qui est devenu donc SIDAction. Ce sont les plus remarquables en France. Toutes ces associations organiseront le soutien des patients, des soins et de la recherche. À cause donc de toute cette insécurité, se développera aussi une recherche médicale à l'échelle mondiale. On va voir qu'elle a été très, très rapide et importante quand même par rapport à l'histoire de la recherche médicale. Ça entraînera aussi le développement d'une information sur le sida, et c'est vrai que ça a été assez capital. Là, on rappellera les revues qui ont accompagné les patients et les soignants dans cette période, le journal du sida, le journal Tétu et le journal Transversal. À tel point qu'il nous arrivait, nous, soignants, finalement, d'avoir affaire à des patients qui étaient souvent plus informés que nous sur ce qui arrivait dans le monde du point de vue de la recherche et du point de vue de l'évolution de l'épidémie. Tout le monde était extrêmement à jour de ce qui se passait. Je voudrais citer quelques faits notables qui ont marqué cette première période, qui était une période très difficile. Le premier fait notable, ça a été quand même une avancée importante. Ça se situait effectivement dans les années 87, 88. C'est l'AZT, le premier antirétroviral qui a été mis sur le marché. Il a empêché la transmission materno-fétale dans des grandes proportions, et ça c'était vraiment un fait capital à l'échelle de la pandémie. Deuxième fait notable, triste celui-là, c'était le scandale du sang contaminé, pas seulement en France, mais en France il y a eu 300 personnes contaminées en 1985, des hémophiles et des transfusés. Tout ça pour des raisons économiques. En fait, c'était une triste histoire de retardement de la mise en œuvre de dépistage. Les tests français étant en retard sur les tests américains, on a préféré attendre le test français. C'est aussi bête que ça. Troisième fait notable dans cette période, en Corse, pendant 10 ans, l'épidémie passe inaperçue. Pas d'homosexualité, pas de toxicomanie, donc pas de VIH. Et à partir de 1993, la révélation va être brutale. Et elle fera passer la Corse au 3e rang national de France métropolitaine, en tout cas, comme densité de sida. Donc on était très infectés par rapport à d'autres régions de France. Et en fait, on était derrière la région parisienne et derrière la région PACA. Donc il y avait la Corse. Et chez nous, comme en région PACA, c'était l'usage de drogues intraveineuses qui était la cause majoritaire, très majoritaire.
Quatrième fait notable, donc, à cause de ça, le ministère de la Santé a ouvert l'hôpital de jour en 1993 sous la direction du docteur Binou. Donc une action médicale s'est constituée qui s'appelait INSEM. L'hôpital deviendra rapidement un havre de paix pour des patients séropositifs pour lesquels le monde était devenu difficilement vivable. Il faut savoir que dans cette période, l'importance de l'accueil soignant était plus important que finalement l'usage de médicaments antirétroviraux qui étaient vraiment encore à leur début. Cinquième fait notable, important, et qui aura des répercussions, c'est la décision de Michel Barzac, ministre de la Santé, de libérer la vente des seringues en pharmacie. Je veux dire que ce sera une raison décisive sur la baisse de contamination par le VIH pour les personnes usagers de drogues intraveineuses. Donc, ça, c'est un fait aussi très important dans cette période. Je vais vous parler de la deuxième période maintenant qui a été marquée par plusieurs points importants. La révolution thérapeutique, on en disait un mot en entrée. La recherche médicale qui est restée très active et même prolifique. Et enfin, le dépistage du VIH. Concernant la révolution thérapeutique, ça a été 1995-1996, vraiment la frontière entre ces deux périodes. On a associé 3 molécules antivirales et là, on a vu des choses très, très encourageantes. Il faut quand même savoir que dans cette période, on ne donnait ces médicaments qu'aux gens les plus immunodéprimés. Ce n'était pas encore généralisé. Il fallait attendre un certain nombre de déficiences immunitaires parce qu'on n'avait pas encore la certitude de l'innocuité et de l'efficacité. Enfin bon, on a attaqué et ça a été vraiment une réussite. Une réussite parce qu'on a pu contrôler la multiplication virale, restaurer l'immunité, mais il n'empêche qu'il y a eu beaucoup d'effets secondaires et des grandes difficultés d'observance parce qu'il y avait de grandes contraintes de prise des médicaments avec une quantité de comprimés considérable par jour. La recherche médicale, donc je vous le disais, a été active et a abouti à des progrès importants. D'abord, donc, on a réussi à créer 6 familles de médicaments antirétroviraux et ça a permis plusieurs choses. La première chose, ça a été une simplification thérapeutique où on pouvait donner aux patients un seul comprimé comprenant les 3 molécules actives. Ça a permis une diminution spectaculaire des effets secondaires. Ça a permis un effet préventif de la contamination des patients séropositifs qui prenaient bien leurs médicaments. Donc ça, c'est un progrès considérable pour la pandémie en général. Et ça a permis aussi le traitement de prévention des contaminations par bithérapie, la fameuse PrEP, pour les patients séronégatifs qui ne voulaient pas s'infecter. Enfin, ce qui a été notable, notamment pour les soignants, c'est la disparition des maladies infectieuses opportunistes, avec une espérance de vie qui était devenue maintenant, pour l'instant, on va dire, elle est encore indéterminée. On ne sait pas si on peut mesurer cette espérance de vie. Elle est apparemment comparable au reste de la population. Pour parler du présent, donc il y a une avancée thérapeutique actuelle, c'est l'injection. C'est une bithérapie en injection qu'on peut réaliser tous les 2 mois. Donc c'est vraiment une libération considérable pour l'astreinte des patients. Il faut quand même savoir qu'il y a des restrictions, ça ne s'adresse pas à tous les patients, mais aux patients qui sont bien contrôlés, qui n'ont pas de résistance aux antirétroviraux. Mais c'est une avancée très importante. Il reste un espoir aussi, celui du vaccin, qu'on attend depuis le début de l'épidémie. L'émergence de cette épidémie de Covid avec la fabrication de vaccins ARN messager est un réel espoir. Il y a un vaccin qui est en cours de fabrication par Moderna dans ce type de conception. Donc c'est un espoir. Troisième point donc, que je voulais signaler comme marquant dans cette période, cette deuxième période de l'épidémie, c'est le dépistage. Moi, j'ai pour beaucoup connu le dépistage en centre spécialisé. Depuis, ça s'est beaucoup simplifié, ça s'est beaucoup diversifié. Ça a permis aux gens de pouvoir franchir des seuils beaucoup plus faciles pour être dépistés, et ça, c'est un progrès considérable.
Je voudrais faire quand même 2 remarques pour finir dans cette période. C'est ce que je vous disais d'entrée, le décalage du traitement entre les pays occidentaux et les pays du tiers-monde demeure. Et ceci, ça reste évidemment un problème à résoudre si on veut un jour voir la fin du VIH. C'est vrai que depuis 2001, la génération de médicaments génériques constitue un espoir. Le prix des médicaments a considérablement baissé par ce biais-là. Alors en 2021, le monde compte 38 millions de séropositifs, 73% sont traités, la marche qui reste à parcourir, mais 40 millions sont morts et 1,5 million sont été nouvellement contaminés dans cette année. Deuxième remarque, la fragilisation socio-économique, dont on parlait tout à l'heure, qui a été acquise depuis les années 80, demeure. De plus, le vieillissement des séropositifs baissait l'immunité. Donc, l'attention médicale doit rester en éveil. Un dernier petit point que je voudrais ressouligner, mais on l'a déjà évoqué, c'est le problème de la divulgation de son statut séropositif. Un des derniers patients que j'ai eu à prendre en charge ces dernières années a retrouvé une vie de couple après des années d'isolement. Et bien, malgré ça, il n'a toujours pas pu dire qu'il était séropositif. Et il n'est pas le seul. Et ça, c'est en 2022. Je voudrais faire donc une conclusion rapide. D'abord, les actions socio-économiques en faveur des personnes infectées doivent être poursuivies. Le sida est devenu une maladie chronique, mais pas comme les autres. L'interruption thérapeutique n'est pas une perspective. En 40 ans, les soignants du sida ont partagé l'angoisse de la mort, puis l'étonnement de la rémission, et maintenant l'espoir de la fin de la pandémie. Voilà ce que je voulais vous dire. L'association Aiuto Corse a été créée en 1992 par Jean-Pierre Renucci. Le local est basé depuis toujours à Ajaccio, à l'hôpital Eugénie. Créé dans un premier temps pour apporter un soutien moral aux victimes du VIH au début des années 90. Après plusieurs présidences, Marcelle Stefanelli a été présidente pendant 3 ans. Personnellement touché par la lutte contre le VIH, son fils Olivier meurt du sida dans les années 90. Olivier avait attenté un procès à la marque Benetton à cause d'une campagne publicitaire choc. Ce sera la campagne HIV positif. 3 lettres et un mot tatoué à l'encre violette sur le bas-ventre, les fesses et le creux du bras, les 3 zones stratégiques du corps où l'on peut attraper le sida. En 2001, Sylvie Marcaggi reprend la présidence jusqu'à ce jour. Cette année, Aiuto Corse célèbre ses 30 ans. 30 ans de soutien et d'accompagnement auprès des bénéficiaires, 30 ans d'évolution soutenue par l'ARS de Corse et SIDAction. La prévention s'est développée au fil des ans, informer, dépister, prévenir des contaminations, toujours dans le but de protéger la population insulaire. En 2020, les confinements et les restrictions liées au Covid-19 ont perturbé le dépistage du VIH avec une baisse de 22%. Selon les chiffres de l'ARS, les ventes d'autotests VIH ont chuté de 50% entre 2017 et 2021 en Corse. Quand on parle de prévention, on parle d'argent. Hein, on parle... Mais au niveau des connaissances, on repart en arrière pour moi. Les jeunes ne sont plus informés. Les familles... Les jeunes d'il y a 10 ans étaient plus informés en fait. Pourquoi ? Parce que là, il y avait des campagnes d'information. Oui. Il me semble aussi qu'on en parlait dans les établissements scolaires. Aujourd'hui, surtout une visibilité de l'épidémie qu'on n'a plus. Voilà. Les rares discriminations que j'ai pu rencontrer, le plus souvent, c'est dans le milieu médical, souvent chez les dentistes. Bon, sinon, je ne chante pas non plus sur les toits, mais dans mon entourage, c'est très bien accepté. Je n'ai pas de soucis de ce côté-là. Je connais des gens qui vont se faire soigner sur le continent par peur, justement, du qu'en dira-t-on, quoi, de ce que les gens peuvent penser ici. Et voilà. Il existe des traitements validés qui sont pris par des gens séronégatifs, mais qui prennent des risques, notamment sur le plan sexuel. Et ces gens, prenant un médicament tous les jours, évitent la contamination par le VIH.
Ceci Ouais, est parfaitement validé. Il y a à peu près 10 000 personnes en France qui le font, valable, et donc ça fait partie des informations que l'on voit passer par ces réseaux de communication. Ouais, c'est très important, quoi. Je veux dire, encore une fois, on se rend compte que le public n'est pas bien informé, quoi. Je veux dire, on le voit quand on parle de ce traitement. Il y a un type de population qui effectivement va être informée. C'est pas la majorité quand même, hein. Comme le dépistage, hein, toutes les formes de dépistage. On parle de TROD, de tests rapides. Voilà, la majorité des gens ne savent pas. En 10-15 minutes, vous avez la réponse. C'est-à-dire que la réponse positive, il y a 2 traits, et réponse négative, il y a un seul trait. C'est un peu comme les tests de grossesse, sauf que c'est un test sanguin et pas urinaire. Ajaccio est une ville très petite et on peut le faire seul pour des raisons de confidentialité. Voilà, c'est tout. Les gens qui ont envie de savoir, mais pas que les autres sachent. Nouvelle génération, on va dire les 15-18 ans, là, ils ont tous entendu parler du sida, ils connaissent tous le préservatif, mais bon. Voilà quoi. Tout le monde aujourd'hui est persuadé que le problème est résolu, alors qu'il n'est pas résolu du tout. 500 personnes en France nouvellement séropositives chaque année. C'est quand même pas rien. Parce que d'une part, ça a été ma première expérience professionnelle en tant que travailleuse sociale, et d'autre part, parce que j'y ai rencontré des personnes connues. En 2007, la file active de l'association était constituée de malades qui avaient contracté le VIH dans les années 80. Ils avaient tous connu l'angoisse de l'attente du diagnostic, l'impuissance du corps médical face à ce nouveau virus, les traitements invasifs sans perspective de guérison, le rejet, la stigmatisation. Et malgré ces histoires personnelles terribles, émaillées de moments d'espoir et de prostration, j'ai rencontré et accompagné des hommes et des femmes courageux et dignes. Dire qu'ils m'ont donné une leçon de vie peut paraître convenu, et pourtant c'est le cas. Beaucoup d'entre eux nous ont quittés, et ma parole est l'hommage que je veux leur rendre aujourd'hui, et mon sourire, la trace des moments de joie que nous avons partagés. Car il y a eu de grands moments de rire et de convivialité. C'est sans doute ce qui fait la force de cette association, de ne jamais tomber dans le pathos, mais de prendre la juste mesure des situations, d'écouter, de comprendre et d'agir au mieux des intérêts des personnes et de leurs aspirations. En 2007, les actions de prévention étaient tout aussi importantes que l'accompagnement individuel. Et de fait, nous étions présents avec notre stand dans les foires, sur les plages, partout où ces actions étaient pertinentes. Aujourd'hui, à Youth Course, grâce à Madame Marcage et Sylvie, et à tous ceux qui y ont travaillé avec force et conviction, est devenue une association incontournable dans la lutte contre le VIH, mais aussi contre toutes les formes de discrimination, et je suis fière d'avoir participé à son essor. Je passe maintenant la parole à Audrey, qui représente l'avenir d'Ayout et qui porte haut et fort ses valeurs. Bonjour à tous, je m'appelle Audrey, je suis assistante de service social au sein d'Ayout Corse depuis mars 2019. Lors de mon entretien d'embauche, Sylvie Marcage m'avait décrit de manière assez détaillée les différentes tâches que je serais amenée à effectuer en tant qu'animatrice dans la structure. Petit à petit, j'ai rencontré chaque bénéficiaire et au fil des discussions, j'ai pu me rendre compte à quel point ces échanges a priori banals sont en fait très importants pour chacun d'eux. Elles permettent de mettre en lumière des interrogations qui sont propres à chacun, mais finalement assez similaires, leur santé, des préoccupations pour le futur au niveau des différentes allocations, les minima sociaux, des problèmes de budget, d'addiction, la problématique de la retraite qui approche pour certains, l'isolement et le sentiment de solitude sociale et affective, entre autres. L'écoute active est primordiale donc pour ce poste, elle permet de réussir à saisir l'humeur du jour et réagir en fonction de celle-ci. L'empathie et la bienveillance envers chacun d'eux se fait de manière naturelle. Cependant, tout n'est pas rose chaque jour,
Il arrive également que nous soyons en désaccord, et dans ce cas, la patience est de mise. Essayer d'expliquer les choses de manière différente, confronter les idées, une fois encore, la communication est primordiale. Je parle souvent des liens qui nous unissent. J'aime la continuité de ce lien qui est recherché des deux côtés, aussi bien du côté des bénéficiaires que de mon côté, et je m'efforce dans le cadre de mes fonctions de maintenir ce côté rassurant qui permet de continuer à avancer et qui leur permet de partager leurs joies et leurs peines, qui nous sont dites comme des confidences en plus de leurs interrogations. Le respect, la considération et la bienveillance envers chacun d'eux permet de maintenir cette relation de confiance qui est primordiale. Le côté humain de mon métier est une des choses qui fait que mon travail est passionnant. Lors de l'arrivée de nouveaux bénéficiaires, il faut toujours garder en tête qu'il n'est pas forcément évident de pousser la porte de l'association pour demander de l'aide, quelle qu'elle soit. La discrétion est de rigueur et en aucun cas nous ne poussons les personnes à se confier. À nous de respecter la temporalité de chacun, tout en essayant de faire de notre mieux afin de saisir les problématiques et y apporter une réponse de la meilleure manière possible, qu'elle soit sociale, financière ou psychologique, et quelquefois les trois en même temps. Il y a également dans ce métier des choses beaucoup moins passionnantes mais nécessaires que je me dois de faire quotidiennement, l'administratif, qui rime avec rébarbatif d'ailleurs, le maintien des droits, le renouvellement des différentes aides et allocations en tenant compte des délais, l'allocation adulte handicapé, la fonction d'invalidité, la mise en place et le renouvellement de complémentaires santé, etc. etc. Pour certains, et sur demande, la consultation régulière de compte mail, CPAM, CAF, afin de ne rien laisser passer, maintenant que beaucoup de démarches s'effectuent sur Internet et que tous n'ont pas les compétences ni les moyens de faire celle-ci en ligne directement. Les relations avec ces différents organismes sont constantes, les règles d'attribution et de renouvellement changeant régulièrement, et la lenteur administrative n'étant pas forcément une mise en place au moment voulu. Je suis également en relation avec ces organismes dans le cadre de réunions diverses, afin d'améliorer les éventuels dysfonctionnements repérés, mais aussi pour présenter l'association et permettre à nos différents financeurs de voir les différentes facettes de l'association et leurs évolutions, les besoins des usagers évoluant également avec l'âge. Il m'arrive également de venir en soutien au volet prévention d'Atout-Corse, d'y apporter des idées dont nous parlons en équipe et voir si celles-ci peuvent être mises en place, de quelle manière, avec qui et comment. Étant formé au TROD, test rapide d'orientation de diagnostic, je suis également amené à me déplacer avec l'équipe lors des événements organisés pour des ateliers de prévention et des stands d'information. Cette partie-là aussi a un côté humain à ne pas négliger, mais aussi des responsabilités, car lorsque nous parlons de prévention à des jeunes, par exemple, la manière de s'adapter à ce public et la façon de présenter la prévention doit être faite afin de les sensibiliser au maximum lors de ces interventions. Les messages passés doivent être le plus clairs possible et les réponses à leurs questions également, afin que cette prévention puisse porter ses fruits. Nous sommes également confrontés au sein d'Atout à des moments plus durs comme l'accompagnement de fin de vie et le décès. Ces moments sont émotionnellement très prenants car ils touchent toute la structure, que ce soit les usagers ou l'équipe. Nous devons alors gérer quelquefois le côté administratif et logistique, les proches quand il y en a, les bénéficiaires car ils se connaissent tous et forcément cela les impacte. Nous sommes également impactés émotionnellement par la perte d'un bénéficiaire car nous avons créé des liens avec chacun d'eux. La force de l'équipe pour faire face à tout ça réside dans nos échanges, le soutien mutuel et la ténacité de ne jamais rien lâcher malgré l'impact que cela peut avoir sur nous en tant que personne. Il y a des fois où cette fameuse barrière que nous devons essayer de respecter est plus compliquée à maintenir. Et chacun et chacune réagissons forcément un peu en fonction de notre histoire personnelle, tout en gardant à l'esprit ce côté professionnel qui parfois peut nous aider à tenir dans ces moments délicats. Chaque journée au sein d'Atout-Corse est différente, il y a des leitmotivs, mais très souvent nos activités se mêlent et s'entremêlent en fonction des projets, des urgences, des partenariats, des imprévus. Et c'est également ça Atout-Corse, cette capacité à mener de front toutes nos activités en gardant la même ténacité et le même engagement envers ses bénéficiaires, malgré le changement personnel depuis toutes ces années. Vous l'aurez compris, ce poste d'animatrice de soutien accompagnement au sein de la structure est polyvalent, mais surtout passionnant sans aucune routine. Je tiens à remercier tout particulièrement les usagers bénéficiaires qui m'ont accueilli dans leur famille d'Atout-Corse. Merci pour cette confiance que vous m'avez accordée et pour ces liens tissés au fur et à mesure.
Merci pour ces échanges et ces confidences que vous m'avez accordées. Si j'aime autant mon métier aujourd'hui, c'est en partie grâce à vous. J'en profite également pour remercier mes collègues de travail passés et présents. Chacun, chacune m'avait transmis votre savoir-faire, vos anecdotes et vos conseils. Merci aussi pour ces fous rires mémorables. Et bien évidemment, un immense merci à Sylvie Marcage pour la confiance qu'elle m'a accordée dès le départ sur ce poste, ses formations, ses conseils, sa bienveillance et son soutien dans les bons mais aussi les moments compliqués que nous avons pu vivre ensemble. Merci Sylvie, pour eux, pour moi, pour nous tous. Donc moi j'étais animatrice, j'ai eu le premier poste d'animatrice de prévention de l'association. Il faut parler comme ça. Donc j'ai eu l'honneur d'avoir la première poste d'animatrice de prévention en 2011. Donc je rejoins un peu tout le monde, Natacha, les témoignages. Moi c'était une histoire extraordinaire. Je ne savais pas que ça allait me toucher. Donc, un an très riche en émotions, en partage, en rire, en pleurs, en tout. Donc, je ne connaissais pas du tout le monde du VIH, pas du tout. Ni le médico-social, ni rien du tout. Donc, voilà. Donc, je suis arrivée comme une fleur. Et j'ai découvert beaucoup d'histoires de vie très, très compliquées, très dures. Et ce poste d'animatrice m'a ouvert les yeux, je pense, sur mon devenir. Donc, à l'issue de mon année à l'association, j'ai passé le concours d'infirmière. Et je pense que c'est grâce à cette expérience que j'ai réussi. Donc, voilà. Donc je suis maintenant infirmière depuis 2014. Et je suis toujours parmi vous, même si je suis moins présente, parce que le travail des enfants. Voilà. Donc j'ai appris l'accompagnement, l'écoute, j'ai fait des actions de prévention multiples, un peu de tout. Merci. Voilà, je n'ai pas voulu préparer de texte parce que je savais que j'avais été incapable de le lire. Donc voilà, c'est tout. Si vous avez des questions. Séropositivité annoncée en 1988, c'est pas tout neuf. Et, lors d'examens de centres prénuptiaux, voilà. Les premières années, je ne me suis pas trop mis ça de côté, on va dire. Jusqu'en 96. En 96, j'ai commencé une première trithérapie, AZT, et compagnie. T'es passé par l'AZT, comment ça s'est passé? Pas très bien. 2001, retrouvé à l'hôpital, 47 kilos, salle de tension. Arrivé en Corse en 2001, pas en bonne santé, mais bon, je me suis bien requinqué grâce à la Corse, grâce à tout ça, quoi, la nature. Aujourd'hui, j'en suis une charge virale indétectable. Voilà. Est-ce que tu pensais, toi, quand on t'a annoncé en 88, voilà. Ah bah non, je pensais pas. Non. Même en 2001, on m'a annoncé. Et, voilà, ils ont appelé mes parents, la famille, pour leur annoncer que c'était la fin, qu'il fallait venir. Voilà. 2001, j'étais 38 ans. Tu connais l'association depuis combien de temps? Depuis 2009. L'association, elle a toujours été là. C'est un soutien. C'est un soutien pour l'administratif, c'est un soutien financier quand il y a des galères de finances. Et puis c'est aussi un endroit où ça permet de garder quand même un lien social. Demain, l'association disparaîtrait. Ouais, ça serait un peu galère. Tu penses que c'est... Oui. Déjà l'aide alimentaire aussi, ne serait-ce. Puis toutes les aides financières quand il y a des galères, voilà. On ne sait pas comment on s'en sort. Quand il y a une aide sur les loyers, quand il y a une aide sur des choses comme ça, quand il y a des coups durs, parce que c'est de vivre avec une hache à 900 balles par mois, il faut jongler, quoi. C'est pas toujours évident. Et c'est difficile d'avoir de l'argent de côté, quoi. Alors, même si ça va, on va pas. Je me plains pas outre mesure, je m'en sors.
c'est pas facile tout le temps. Hein. Là, il y a aussi ça, le poids de couple. C'est clair. Ouais, c'est un poids. Non. Pas évident. Bon, on s'habitue, hein. Après c'est comme tout. Hein. On s'habitue à tout. Ouais, on s'habitue à tout. On s'habitue à la solitude. Si tu as quelque chose d'autre à dire. Non, non. Voilà, content que vous soyez là, que l'équipe soit tout le temps présente. Et, voilà, c'est bien d'avoir un soutien, de savoir qu'on a un soutien qui est là, quoi. On aimerait ne plus être là quand même, tu sais. Si on n'était plus là, ça voudrait simplement dire que le problème est résolu. Et on en est loin. Ouais. Il y a eu énormément d'avancées, il y a eu... Oui, c'est clair, mais c'est pas encore avancé. Non, une nette amélioration au niveau des traitements. Oui, c'est les traitements. Ben, moi, j'ai connu, c'était des prises de cachet toutes les 4 heures. Il fallait mettre le réveil, la nuit, 40 cartons par jour. L'enfer, sans garantir d'ailleurs du succès de ces thérapies. Mais je crois que c'est ça qui m'a renvoyé à l'hôpital, moi, au début. À côté, aujourd'hui, c'est... Ah bah oui, un cachet par jour. Ouais, c'est plus la même histoire, c'est plus la même histoire. Merci. De rien. Donc moi, à 20 ans, j'apprends que je suis second taureau par le docteur de Nice qui me dit que j'ai pas 10 ans à vivre, je ferai pas de vieux os. Donc de là, je reviens sur Ajaccio, je me dis pas vieux os pour pas vieux os, je serais mieux à Ajaccio. Hein. Je me prends mon petit studio, tout ça, donc là j'ai 20 ans. Je suis restée quand même presque 10 ans en errance. Le docteur de Nice, mon copain, il a l'hépatite. Il vomit, il est pas bien, du jour au lendemain. On habite Nice, avant on habite Paris. Le docteur de Nice, un arabe d'Aubervilliers, de l'hôpital Aubervilliers. Parce que mon copain est un Marocain, donc les parents, ils ont choisi un Marocain, ami de la famille. Il me dit, il nous prend à part, parce que pour le sida, à part, il dit, il me dit rien sur mon ami, vu que c'est mon ami, ça me regarde pas. Et à moi, il me dit, vous avez le sida, mais alors on n'y connaît rien, je peux pas vous dire grand-chose, on n'y connaît rien. De là, je lui dis, question bête, mais il y a peut-être un régime, quelque chose à suivre, un traitement, un régime. De là, il me dit non. Il me fait comme ça, avec la main. Non, j'y connais rien. Puis je m'en fous un peu, quoi. Et de là, moi, je continue dans mon truc, je dis, mais... c'est bizarre, on dirait que vous m'annoncez comme une date, comme des fois le cancer, on dit il n'y a plus que 2 ans ou 3 ans à vivre. Donc moi je préfère savoir si c'est un truc comme ça, dites-moi. Je préfère savoir, j'ai que 20 ans, je préfère savoir. Et de là il me dit, ce qui est sûr, non, il n'y a pas de régime à faire, il n'y a pas de traitement, mais ce qui est sûr, vous ne ferez pas de vieux os. De là j'insiste, je dis mais comment ça, pas de vieux os, 2 ans, 3 ans, 10 ans alors donc 10 ans est ma dernière proposition, de là il reprend mes 10 ans et il me dit, ouf, 10 ans, si vous les faites, ça sera beau. Donc de là, je retourne dans mon studio de Nice où j'habitais, en location. Il y avait un arlequin en poster, avec les larmes, et je faisais que regarder l'arlequin, et je suis allée, j'étais déprimée. Pendant moins 1 semaine, je ne sors plus de chez moi. Au bout d'1 semaine, il y a ma petite tata de Nice, très vivante et tout, qui a presque 80 ans à l'époque, mais très, très vivace. Elle vient me bouger les puces, elle me dit, tu vas pas rester enfermée comme ça chez toi, tralali la l'air. Et en même temps, elle m'annonce que mon copain marocain avec qui je sortais, il avait le sida, et qu'il fallait le quitter, parce qu'il a le sida, c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est moi qui l'ai, c'est pas lui. Donc de là, je ne peux parler ni à ma famille, ni à des docteurs. Je fais confiance à personne. Donc je suis un peu dégoûtée, et de là je me dis, en même temps je devais aller en Corse pendant 3 mois avec ma mère comme chaque année à Pâques. Je viens en Corse et de là je vois que peut-être je peux me trouver un petit studio, et ma mère aussi, mais elle ne savait pas ce qu'on venait de m'annoncer. Et elle me dit, si on trouve un petit studio, tu peux rester encore. Et je me mets à connaître la jeunesse ajaxienne et je suis très heureuse ici, j'ai pas un rond. Il n'y a pas de RSA à l'époque. Je fais des petits boulots, on n'est pas déclaré, on peut aller faire des petits boulots dans les bars, pas déclarés. Enfin, je vivote, je me démerde. Et je suis heureuse, en fait. Et je fais complètement abstraction du truc du sida, comme si c'était un cauchemar. Parce que il n'y a pas de traitement, là. Et quand j'y repense maintenant, 40 ans après, je me dis quand même, quand je pense qu'il y a des gens qui sont dans le métro, il y a eu un attentat sur la rame d'à côté, et on leur propose une cellule psychologique. Moi, on m'a donné aucune cellule psychologique, que dalle. Dans les esprits, enfin on en parle à la radio, à la télé, mais on ne dit pas encore de se protéger, je ne sais pas si vous vous rappelez. Ouais. Et les gens, ils disent, c'est la maladie des drogués et des pédés. Alors si vous, des homosexuels, alors s'ils sont sida, c'est bien fait pour rien chercher quelque part. C'est un peu ce que tout le monde dit. Et moi, j'entends ces choses-là. Et même j'acquiesce avec eux, parce que j'ai pas le courage, j'ai cette lâcheté de faire comme si moi j'ai rien. Voilà. Les jeunes, tous, on parle plus de ça, on l'accepte mieux que les, entre parenthèses, vieux, quoi.
Et de parler, il y avait aussi beaucoup la drogue. Et en parlant entre jeunes, on m'a dit, mais va voir à l'hôpital. Au début, j'allais à l'hôpital Miséricorde. Au tout début. Oui, il n'y avait pas de service. On n'était que 3 ou 4 à y aller. Moi, j'étais la seule. Tout le monde nous voyait aller là-bas et tous les actions ils déduisaient. Et des fois, tu devrais aller au V240. Ils disaient à l'époque, je ne savais pas ce que c'était ni rien. Et voilà, j'ai été là. En plus, tu culpabilises. Tu te dis, merde, j'aurais mieux fait d'avoir un cancer. Ces Pontet Jean-Pierre, super, qui vont dans les assos, ils n'ont pas beaucoup de sous. Puis à l'époque, il n'y avait pas encore le RMI. Et merde, si tu bosses le chômage, sinon rien. En plus, on ne bossait pas déclaré souvent, donc rien. Tout ils te rassurent et tout, cool. Mais c'est normal, c'est rien, même si on peut en rigoler, quoi. Dédramatiser le machin. Et ça, déjà, c'est énorme. Et deuxième truc, super bien, que je ne m'attendais pas, t'as un problème CAF. Enfin, il y avait souvent des problèmes, on ne savait pas bien remplir et tout. Oh bah attends, je vais te régler ça, tu vas voir, mardi, ils vont m'entendre, hein, paf, ils montaient là-haut, ils te les engueulaient, ils disaient ce qu'il fallait dire et le problème, il était réglé. Mais quand nous, on y allait, le problème n'était jamais réglé, on nous faisait attendre 1 semaine, 2 semaines, ils se lançaient la balle entre la CAF, la Sécu et tout ça. Et puis quand quelqu'un bouge d'une asso, ah bah là, c'était réglé. L'association Jean-Pierre Renouch, et s'il n'y avait pas eu, comment il s'appelait, celui qui travaillait à la CAF, qui n'a rien à voir avec l'asso, Monsieur Grégory, s'il n'y avait pas eu ces 2 personnes, eh ben, ça aurait été très dur. Et après, l'association qui a continué, vous, ça aurait été super dur. Peut-être je ne serais pas là. Ceux qui restent, on a quand même des situations du coup plus nettes qu'à 20 ans, ce qui est peut-être normal vu que maintenant on a 50 et 70 ans, enfin presque. Et puis moi j'ai eu ma petite fille après. Ça aussi, si j'avais pas eu l'équipe et du docteur et des infirmières là-haut, qu'est-ce qu'elles m'ont rassurée? Parce que sinon, il y a quand même pendant 2 mois et demi tu peux avorter avec les avortements très petits. S'il n'y avait pas eu cette équipe, je pense que j'aurais eu le manque de confiance en moi. Je me rappelle, et j'aurais arrêté. Ça, on en a parlé pas parce que je ne veux pas un enfant, mais parce que j'avais peur de mettre un enfant qui va bien. Ils m'ont bien appris. À l'époque, je lisais beaucoup sur le sida et tout, le glossaire, tout ça. Ça aussi, ça m'a renseigné parce que le docteur qui m'a dit « Oh, vous ne ferez pas plus de 10 ans », il m'a laissé partir avec ça sans rien m'expliquer, ce salopard. C'était en quelle année, toi? 84. Et qu'est-ce que ça t'apporte aujourd'hui? Encore comme une béquille. Comme une énorme béquille. Non. Comme une famille ou une béquille. Une famille et une béquille. Parce que les familles, c'est pas toujours des béquilles. Des fois, c'est le contraire. Des fois, il y a des familles qui t'enfoncent. Ça m'angoisse d'ailleurs. J'ose même pas le dire. Si le jour là, ça n'est plus là ou qu'elle ne peut plus aider sur les papiers, qui ne sont même plus des papiers d'ailleurs, parce que les papiers, je savais les faire à peu près. Je ne sais pas comment dire, les dossiers Internet, vu que tout passe par Internet, c'est la misère. Il n'y a pas que nous, même Georges, il sera dans la merde. Je crois qu'on sera un peu tous dans la merde. Peut-être les plus jeunes, ils se débrouilleront. Peut-être Louis, Michel, ils y arriveront. Mais les autres, on est dans la merde, les vieux. En tout cas, on a vachement besoin encore de l'association. Le béquille, on ne sait pas encore marcher bien. C'est sûrement depuis quelques années. Mais écoutez, moi je suis le vice-président depuis, je sais plus moi non plus, voilà, très nombreuses années. Moi, ce qui m'a rapproché de Ayout, c'est d'abord, je suis un militant associatif depuis très longtemps. Dans les années 80, j'ai participé avec des associations en Balagne pour la relance des oliviers. Et puis, très rapidement, j'ai aussi participé à la création de l'association pour la promotion de la santé en Balagne, qui s'appelait à l'époque, dans les années 2000, la Thiama-Balanine. La Thiama-Balanine, elle a été faite pour, évidemment, prévention sida, toxicomanie également, avec l'aide du docteur Simeone, et également nous avions une mission du conseil général avec 2 éducateurs spécialisés par rapport aux jeunes. Donc moi j'étais au départ bénévole, j'ai terminé en étant trésorier de cette structure, nous avions pas mal d'emplois jeunes, et nous avons également œuvré énormément pour le maintien et le développement de l'antenne médicale d'urgence de Calvi, qui maintenant, vous le savez, est devenue hôpital local. Donc beaucoup de choses faites. On avait même installé des distributeurs de préservatifs dans tous les collèges de Balagne, malgré une opposition de certaines administrations entre guillemets départementales, mais c'est pas grave, nous on le faisait puisqu'elle ne le faisait pas. Donc voilà.
on a un peu mis les pieds dans le plat dans certaines administrations, mais parfois il le faut. Hein. Je suis fonctionnaire aussi, hein, donc il faut que vous le sachiez, donc il n'y a pas de problème. Ce que j'ai fait aussi avec cette association, c'est en fait, ça a été aussi un déclencheur pour mon implication dans ce genre de prévention, parce que j'ai mon meilleur ami d'enfance d'Île-aux-Rousses, qui est mort à l'âge de 34 ans du sida. Il était à Paris, et puis il était fils unique. Et donc on s'est connus, on s'est élevés ensemble dans le même quartier, dans la vieille ville d'Île-aux-Rousses. Et je me suis juré toujours de faire de la prévention pour lui rendre hommage. Voilà. Et c'est pour ça qu'ensuite j'ai rencontré Sylvie et que je me suis impliqué tout au long de ces années pour continuer à faire de la prévention. Voilà. Alors on a fait de la prévention, au départ c'était dans les endroits un peu chauds, hein, en Balagne, même un peu dans toute la Corse, hein, les plages, les parkings, etc. Notamment pour les gays ou les bisexuels également. Je me souviens pour certaines plages en Balagne pour des échangistes, voire même des touristes. Il faut vous dire que les premières années, oui, j'ai oublié une petite anecdote, avec l'association La Tiama Balanine, ont été les premiers à faire des débarquements sur des plages avec un petit bateau avec le logo du sida, et on débarquait sur la plage avec des flyers et des informations et des distributions de préservatifs. Alors je peux vous dire que les premières fois, on a été un peu mal reçus, on va dire, parce que les gens s'étaient un peu pris le pied dans la fourmilière, hein, parce que les gens étaient très étonnés. Et puis finalement, maintenant, les gens sont bienveillants et puis nous reçoivent avec le sourire. Je me souviens parfois même avoir fait un petit apéritif très frais avec du vin rosé sur les plages à Ajaccio. Et d'ailleurs, les gens m'en parlent encore en me disant quand est-ce que tu reviens avec le vin rosé. C'était assez sympa. Voilà, donc bon, avec ces petits sourires et ces journées moins drôles, écoutez, je suis très très fier on est déjà à 30 ans, je suis très fier d'être parmi vous aujourd'hui.